Berkov dans tous ses états. La Nouvelle-Calédonie, vous connaissez ? 17 000 km de la France. Vous connaissez vraiment ? Non, vous ne connaissez pas. On ne vous en parle que quand il y a des drames et des manifestations. Eh bien, on va essayer de vous en parler autrement. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Soyez fiers de porter ces couleurs, ce drapeau mon pays, Kanaki. Soyez fiers. Aujourd'hui, on part en Nouvelle-Calédonie. On va voir ce qui se passe en ce moment. On va reparler de ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps. Et vous recevez pour ça André Berkov, Georges Natural, sénateur LR Nouvelle-Calédonie. Georges Natural, merci d'être là avec nous en studio. Sur Sud Radio, parce que justement, je voulais d'abord, parce qu'on parle de la Nouvelle-Calédonie, on entend là des tirs, et heureusement il y a cette chanson magnifique, effectivement, il y a autre chose. Et je voudrais juste que vous nous rappeliez les importants, les paramètres fondamentaux de la Nouvelle-Calédonie. Donc effectivement, merci en tout cas de m'accueillir chez vous aujourd'hui, parce que ce qu'on remarque bien souvent, c'est qu'on parle de la Nouvelle-Calédonie que lorsqu'il y a des événements ou des choses négatives, alors que c'est un territoire magnifique de la France, 400 km de long, hein, c'est un cigare planté au milieu du Pacifique, pas très loin de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, donc dans la région c'est important. Ça a été, pendant la Seconde Guerre mondiale, pratiquement le porte-avions des armées américaines dans le secteur. Donc stratégiquement, c'est quand même un territoire important à noter. Ensuite, population, pardon. Ensuite, en termes de population, oui. 270 000 habitants. D'accord. Moins d'un habitant au kilomètre carré, ça veut dire qu'il y a de l'espace, avec une ressource importante qui est le nickel, qui permet. C'est un des territoires, je pense, de l'outre-mer où il y a un potentiel énorme. La population. Le nickel étant le minerai principal. Le minerai principal et une ressource importante, et on parlera peut-être de la Chine tout à l'heure. Bien sûr. Ressource importante dans certains États. Quand il y a ressources importantes, on pense toujours à la Chine. Sans parler de l'Australie et du reste. Surveille de près, effectivement. Alors, une population qui est la population historique que sont les Kanaks, qui représentent pas loin de 40 à 50% de la population d'origine. Des populations qui sont arrivées, alors en particulier au temps du bagne. Il y a eu effectivement une colonisation du bagne à cette époque par la France, mais ensuite des arrivées de tout le Pacifique, des populations polynésiennes, de Polynésie française, d'autres territoires. Donc il y a... Et ce qu'on appelle les Caldoches, très exactement. Les Européens, c'est des gens comme moi qui sont arrivés au début du siècle dernier. Je suis de la 5e génération. Vous êtes 5e génération de Nouvelle-Calédonie. Ouais. Voilà, j'ai 6 petits-enfants et j'aspire effectivement à construire l'avenir du territoire pour eux. Donc il y a ces populations qui ont été habitués à vivre ensemble. Il y a une mosaïque culturelle énorme, et effectivement, construire une société calédonienne avec toutes ses richesses en termes culturels, c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est peut-être ça qu'on n'a pas réussi à construire ces dernières années, où on a échoué parce que, effectivement, peut-être qu'il y a eu d'autres prérogatives. Alors justement, je voulais vous dire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que il y a, alors juste on va rappeler, depuis le 13 mai dernier, il y a eu à nouveau, ce n'est pas la première fois, bien sûr, 800 entreprises ont été détruites lors des émeutes depuis le 13 mai. État d'urgence a été décrété le 28 mai. 24 000 personnes sans emploi. Crise du nickel. Alors, crise du nickel, vous allez nous en parler, justement, avec qu'est-ce qui se passe avec l'usine KNS. Mais au fond, cette espèce de situation de tension, c'est quoi ? C'est le multiculturalisme qui ne marche pas ? C'est quoi ? C'est les Kanaks qui disent oui, c'est notre pays, et les Caldoches qui disent aussi oui, c'est notre pays. Vous en donnez un exemple vivant. Qu'est-ce qui se passe ? Le malaise, en fait, comment on peut l'expliquer ? Alors, effectivement, je pense que l'aspiration des Kanaks, c'est de l'indépendance. C'est-à-dire que ça fait partie d'une aspiration identitaire, j'allais dire, presque qu'une coupure avec la France. Je pense que la grande majorité des Kanaks ne souhaitent pas une coupure avec la France. C'est effectivement de sortir de ce qu'on peut appeler le néocolonialisme, c'est-à-dire qu'on a une autonomie sur le territoire, qu'on soit indépendantiste ou pas, c'est vrai. Donc c'est de construire. Et c'était ce que voulaient ceux qui ont signé les accords de Nouméa. Oui. La vraie problématique, et je l'ai dit, moi j'étais là le 13 mai, donc... vous étiez là-bas le 13 mai? Non, j'étais à Paris, oui. Et donc je suis intervenu dans un certain nombre de radios à cette époque. J'ai jamais parlé du problème du corps électoral, parce qu'on a souvent mis en avant cette problématique du corps électoral qui était traitée dans les assemblées, mais en fait c'est
c'est plus que ça. C'est un problème de société, un problème de notre jeunesse. Alors c'est quoi le problème? C'est la mentalité, le mental, c'est quoi? Je veux dire, il y a eu des moyens. La France a mis des moyens depuis 30-40 ans, sauf que les jeunes aujourd'hui, et les jeunes Kanaks en particulier, ne s'y retrouvent pas. Il y a quand même un décalage en termes de partage des richesses, d'une manière générale. On a des réformes à faire là-dessus qu'on n'a pas su faire. Et c'est la place de nos jeunes dans leur insertion professionnelle et dans la manière dont on veut les accompagner. Donc c'est ce malaise-là qui a été utilisé par les indépendantistes, forcément, classiquement, pour créer ces événements. Et ce sont aujourd'hui encore beaucoup de jeunes qui sont sur le terrain. Mais on le retrouve l'année dernière, au mois de juillet, dans les banlieues parisiennes, on a eu ce même événement. Je veux dire, ces événements, pas tout à fait pour les mêmes causes. Exactement. Et justement, et peut-être pas les mêmes effets. Mais je voulais vous demander, vous parliez justement de moyens. Là, il y a une délégation représentative de l'ensemble des sensibilités du Congrès de Nouvelle-Calédonie qui a sollicité d'urgence un plan de 4,2 milliards d'euros sur la période 2024-2029. 4 milliards d'euros pour éviter, disent-ils, que l'île du Pacifique ne sombre dans un chaos durable. Alors, le ministre de l'économie et des finances, là, hier, a indiqué que l'État allait débloquer un nouveau soutien de 87 millions d'euros. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire quelque chose ou c'est une goutte d'eau dans la mer? Non, effectivement, il y a le tissu économique est complètement à plat. Il y a pratiquement plus de 2 milliards de travaux pour la reconstruction économique. Et donc, de manière... les collectivités, il n'y a plus de fiscalité, donc les collectivités ont des soucis aujourd'hui pour travailler. Enfin, il n'y a plus de rentrée fiscale, vous dites? Il n'y a plus de rentrée fiscale. Un tiers des emplois privés sont au chômage. Donc c'est un tiers. Donc ça veut dire que dans peu de temps, on peut avoir une crise de la faim, une crise de la société. Le problème qu'on a eu ces derniers mois, je vais vous le dire, je ne veux pas revenir en arrière sur les 2 années passées, mais en tout cas déjà, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Ça a été catastrophique pour nous. C'est-à-dire que depuis cette dissolution, on n'a pas de pilote dans l'avion en métropole, en hexagone. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'interlocuteur. Donc on verra après avec le gouvernement qui arrive. 50 jours, il n'y a pas eu de gouvernement, vous ne saviez pas à qui parler, à quel interlocuteur s'adresser. Donc on a eu un soutien parce que la France nous a aidés pour toutes ces problématiques, mais on a une visibilité aujourd'hui qui est jusqu'au mois d'octobre. Donc si vous voulez, en Calédonie aujourd'hui, il y a, j'allais dire, 2 urgences. Il y a l'urgence de cette année. Si on ne prend pas garde, on peut arriver à une crise sociale énorme, et ça serait catastrophique, puisqu'après pour se relever, ce sera compliqué. Mais ensuite, il y a un projet un peu à long terme, moyen-long terme. C'est ce fameux projet sur 5 ans qui est travaillé par l'ensemble des élus calédoniens. C'est de voir comment on peut reconstruire notre société avec des bases solides. C'est-à-dire et vous dites ça se chiffre à 4,2 milliards d'euros. Après, c'est une estimation. Il y a un travail qui est fait. Non, mais vous savez, si on n'avait pas utilisé McKinsey ou les hauts fonctionnaires, vous auriez eu votre 10 fois ça. Ça, c'est un aparté personnel. Allez-y. Non, mais je veux dire, il faut reconstruire cette bonne fondation. Parce que derrière, il y a effectivement le projet, j'allais dire, institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Quelle société on veut construire? Donc c'est ça qui est aussi essentiel à travailler. Donc en même temps qu'on s'organise pour relancer l'économie, pour relancer une politique de formation, une politique de la jeunesse, il faut qu'on sache effectivement sur quelle base on peut le faire. Et ça, c'est un accord qu'on doit avoir, nous, avec les indépendantistes, pour savoir quel projet de société on veut construire pour nos enfants et nos petits-enfants. Alors justement, monsieur le sénateur, parlons non pas vrai, je n'allais pas faire du slogan sur radio, mais au fond, les indépendantistes, ceux qui veulent l'indépendance absolue, je veux dire la Nouvelle-Calédonie indépendante, très bien, on peut leur dire évidemment, mais à ce moment-là, l'aide de la France ne sera plus évidemment la même. Et ce qu'ils ne disent pas, je vous pose la question et très franchement, et vous me répondez, je suis sûr tout aussi franchement, ils disent pas oui, ne vous inquiétez pas, nous aurons des remplaçants qui vont nous dire écoutez, peu importe votre régime, vous gouvernez comme vous voulez, et nous serons là, il y a le nickel, il y a le reste, pour vous fournir de la manne non pas céleste, mais d'autres nations. Est-ce qu'il n'y a pas chez les indépendantistes en disant écoutez, oui d'accord, la France sera peut-être plus là, mais on a déjà des plans B? Alors, il y a 2 aspects. La grande majorité des indépendantistes, comme des Calédoniens en général, ne souhaitent pas couper le lien avec la France. Comment ils sont indépendants? Non, mais après, il y a les accords. D'accord. On connaît des indépendances associations, des accords qu'on peut faire avec. D'accord. Et la majorité, vous dites, veut garder ce statut associatif éventuellement. J'en suis convaincu. D'accord. Et après, effectivement, il y en a d'autres, les plus radicaux, en fait, parce on a la situation comme en métropole. On a aussi les radicaux des 2 bords. Bien sûr. qu'il faut analyser. Ça existe.
je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la Chine qui veille dans le coin. Ils se disent, après tout, la Chine, elle peut peut-être nous accompagner d'une autre manière. Mais la Chine, eux, ce qui les intéresse, comme ils ont fait partout dans le monde, en Afrique et en ce moment dans le Pacifique, c'est effectivement la visée du nickel et de la matière première qui existe. Et ils peuvent y mettre des moyens pour l'obtenir. Et c'est la crainte et de la France et des Calédoniens en général. Est-ce que c'est, à votre avis, on va pas faire de spéculation, mais est-ce que comme ils ont fait dans les îles Salomon et ailleurs, est-ce que la Chine, à votre avis, a, même si c'est pas proclamé, un plan de se dire, allez, on va remplacer un peu la France et d'autres dans cette région du monde? Mais il y a un plan programmé, c'est évident. Je veux dire, on a parlé, vous avez dû entendre parler de l'axe Indo-Pacifique, qui est de la géopolitique internationale. Nous, on milite pour savoir comment la Nouvelle-Calédonie peut s'inscrire dans ce plan géopolitique. Bien sûr. Et avec ses relations régionales. Et c'est là, je pense, où la France, elle a effectivement peut-être un effort à faire, c'est de savoir comment la Nouvelle-Calédonie s'inscrit dans ses relations historiques avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande, tout à fait. Alors, à votre avis, si vous étiez si Dieu nous écoute, ministre des Affaires étrangères, en tout cas, vous auriez été, bon, allez, je ne vais pas faire de commentaires sur nos prédécesseurs, mais vous, comment, justement, la France devrait s'inscrire, vous êtes français, comment devrait s'inscrire dans cette reconstitution de cet axe Indo-Pacifique? Alors, je vais peut-être être plus large, mais on travaille à la délégation Outre-mer au Sénat sur les territoires de l'Outre-mer. On a des territoires dans 3 océans. Océan Indien, Océan Atlantique, Océan Pacifique. La vraie question, c'est de savoir comment la France veut exister dans ces 3 océans. Oui. Alors moi, ce qui me concerne, c'est l'Océan Pacifique, bien sûr. Ce sont nos relations avec les Australiens et les Néo-Zélandais, en priorité, bien sûr. Le Japon aussi, qui est quand même non négligeable. Et puis après, avec les États insulaires du Pacifique. Vous savez, les États insulaires du Pacifique, ce sont des Mélanésiens. Donc pour eux, les Kanaks indépendantistes, ce sont leurs amis. Donc savoir comment la France, dans son comportement, dans sa manière d'agir, elle peut faire en sorte d'exister, parce qu'elle doit exister dans la région. Est-ce que jusqu'ici, elle a été à la hauteur, franchement? Pas trop, je vais vous le dire franchement. Je pense que les 2 dernières années, si on en est là aujourd'hui, c'est parce que ces 2 dernières années, je pense qu'on n'a pas traité le problème calédonien à la hauteur de ce qu'il aurait fallu. On n'a pas, comme ça a été fait par le passé, moi... j'ai connu les événements des années 80 où effectivement c'était le Premier ministre qui traitait le dossier. Rocard en l'occurrence. Le dernier, Édouard Philippe, c'est le dernier Premier ministre qui a vraiment été très proche de nous et a s'occupé du dossier. Mais depuis Édouard Philippe, je peux vous le dire, il n'y a pas eu de traitement stratégique du dossier calédonien. Je vais le dire comme ça pour la France, quoi. D'accord. Et donc, pour l'outre-mer, vous dites, ça fait partie d'une politique générale de l'outre-mer. C'est vrai que la France, de ce point de vue, avec la Nouvelle-Calédonie, tous les autres dom-tom, contrôle 3 océans, a prise sur 3 océans, ce qui est extraordinaire. On oublie la puissance maritime potentielle de la France, quoi, et on est bien d'accord. On va en continuer à parler avec vous après une toute petite pause. À tout de suite. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Aujourd'hui, André Berkoff reçoit Georges Naturel, sénateur LR de la Nouvelle-Calédonie. Il est non seulement naturel, mais naturel. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Georges Naturel, sénateur LR de la Nouvelle-Calédonie, pour parler de ce qui se passe là-bas. Et non seulement, effectivement, nous l'avons fait des manifestations, de la violence, du multiculturalisme, des indépendantistes face aux autres, etc., etc. On sait, mais justement, on en parlait hors antenne, sénateur, que le fait qu'il y a en tout cas des urgences à faire. Vous dites la Chine est aux aguets, l'Australie et la Nouvelle-Zélande n'en parlons pas, etc. Ce qui est normal. On a vu en Afrique quand la nature a horreur du vide, et on voit bien ce qui se passe. Donc, quelle serait pour vous la priorité, les urgences en prioritaire? Déjà, urgence prioritaire, je vous l'ai dit, c'est qu'on peut avoir un vrai problème social et sanitaire. Donc il faut que la France nous accompagne dans l'urgence. Et ensuite, il faut que on arrive à montrer dans la région que la France a sa place dans la région, d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il faut qu'on évolue par rapport au statut de la Nouvelle-Calédonie. Vous savez, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, moi, avec qui j'ai des échanges depuis plusieurs années, elles avaient une position pendant les événements dans les années 80 qui est totalement différente aujourd'hui. Ils attendent qu'une chose, c'est qu'on
apaise nos relations pour pouvoir avoir des échanges avec la Nouvelle-Calédonie et la France. C'était pas le cas dans les années 80. Dans les années 80. Ils ont totalement changé. Je parlais du Japon aussi, ça fait partie des relations qu'on doit préserver parce que, effectivement, on a le monstre chinois qui rôde un peu partout, qui sont déjà bien implantés dans différents territoires du Pacifique. Pour l'instant, pas en Nouvelle-Calédonie, et donc il faut qu'on soit vigilant. D'accord. Et plus généralement, on parlait de l'outre-mer, effectivement. On voit ce qui se passe en Martinique aujourd'hui. Enfin, c'est pas nouveau. Ne parlons pas de la Guadeloupe, les Antilles, etc. Au fond, alors vous avez 30 ans que vous assistez au Congrès des maires. Vous avez été maire pendant 15 ans. Vous êtes conseiller en Calédonie depuis 30 ans. Vous êtes sénateur aujourd'hui. Quand vous allez dans ces congrès, etc., est-ce qu'il y a une politique d'outre-mer de la France? Je vous pose la question. Écoutez, je vais être très direct avec vous. Je suis gaulliste depuis toujours, et effectivement, la place de la France dans ces régions est plus la même. Je veux dire, on n'a pas la vraie politique de l'outre-mer. Je veux qu'on a une chance, la France, elle a une chance d'être placé dans l'océan Indien, dans l'océan Atlantique, dans l'océan Pacifique, mais on n'a pas de vraie stratégie pour les Outre-mer en général. Alors, on ne peut pas aujourd'hui mener une politique telle qu'on l'a menée il y a 40 ou 50 ans. Les choses ont évolué dans le monde, mais la présence de la France, elle est attendue partout. Et donc, il faut qu'on soit vigilant par rapport aux populations qui existent. Je pense qu'il faut se concentrer sur le régalien. Par exemple, la France, elle doit se concentrer sur le régalien et puis peut-être donner plus de compétences. Quand vous dites le régalien, surtout spécifiquement sécurité, la surveillance des mers alentours, parce que c'est important. Je pense que la politique maritime est importante. Les relations économiques dans la région, mais aussi peut-être donner quelques compétences aux représentants locaux pour effectivement gérer au mieux en proximité. Vous savez, je suis élu maire d'une commune, elle est indispensable. Je veux dire, à un moment donné, si on met traité. Et on le voit aujourd'hui que c'est pas le cas. On peut parler des Antilles, on peut parler de Mayotte, on peut parler de la Guyane même, où il y a des problématiques. Donc, il va bien falloir effectivement qu'on y veille. Alors, on a une chance aujourd'hui, c'est que le ministre de l'Outre-mer, que je connais bien, puisqu'il était président de la commission des lois au Sénat, il a une connaissance parfaite des Outre-mer et de la situation des Outre-mer, donc je compte beaucoup sur lui, bien sûr pour le dossier calédonien, mais plus globalement pour les Outre-mer, et rattaché directement... Il connaît bien la situation. Il connaît bien la situation, et il est rattaché directement au Premier ministre. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Vous savez, on a depuis ces dernières années rattaché le ministre de l'Outre-mer au ministre de l'Intérieur, c'est pas un beau message pour les Outre-mer. Donc là, il est rattaché au Premier ministre et il pourra, je pense, être plus efficace pour mener une politique réelle écoutez, acceptons-en l'augure et j'espère que, effectivement, on espère tous d'ailleurs, que non seulement la situation se calme, mais que la France reprenne en main ce qu'elle a, qui est un trésor absolu du point de vue des océans et autres. Et puis sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va bouffer du BRICS. C'est ça le problème. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. André Berkoff recevait aujourd'hui Georges Naturel, sénateur LR de la Nouvelle-Calédonie. On se retrouve juste après ça. Sud Radio, André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Selon que vous serez puissant ou misérable, etc., etc. Selon que vous serez puissant et misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Oui, La Fontaine, réinterprété par Michel Sardou. Eh bien, on a vu ce qui s'est passé, on en a parlé encore hier, Philippines. Morte, massacrée, vendredi dernier, dans le bois de Boulogne, par Tahao. Donc une étudiante de 19 ans, Tahao, ressortissant marocain, est déjà connu du service de police, on l'avait rappelé. Il avait une obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'une fiche de recherche émise le 19 août. Il avait été condamné en octobre 2021 à une peine de 7 ans de prison pour le viol d'une jeune femme de 23 ans, survenu en septembre 2019 dans un bois à Taverny, Val d'Oise. 7 ans plus... 2021 plus 7 ans, ça fait 2028. On est en 2024 déjà. Bon, ben oui, voilà, il y a des remises de peine, effectivement, au bout de 2021, ça fait 3 ans. C'est intéressant, hein. Et
il s'est passé ce qui s'est passé. Et puis ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a regardé un peu partout, on a enquêté, et puis beaucoup de gens ont enquêté. Eh bien, le Figaro, par exemple, a consulté l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention qui a autorisé la sortie de rétention de Taao, tout en reconnaissant un risque de réitération de faits délictueux. Ce qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. Alors ça, c'est extraordinaire. Hein. Donc on sort, voilà. C'est quand même sidérant. Ordonnance, donc le juge de la liberté, de la détention, a mis fin à la rétention, voilà. Alors, qu'est-ce que c'était ce texte? Écoutez-moi bien, auditeurs de Sud Radio, ça vous concerne tous, d'ici ou d'outre-mer ou ailleurs. Dans ce texte, le magistrat reconnaît que, entre guillemets, c'est le magistrat qui le dit, je juge la liberté de la détention. Au vu de cette condamnation pénale pour viol et de la situation personnelle de l'intéressé, qui ne justifie ni d'un logement, ni d'une insertion sociale ou professionnelle, et n'a donc aucun revenu, le risque de réitération de faits délictueux et donc la menace à l'ordre public ne peut être exclu. C'est le juge qui dit ça et il le met en liberté. Il a pourtant décidé de le remettre en liberté. L'individu s'est soustrait presque immédiatement à son indignation, à résidence, et 2 semaines plus tard, il a assassiné Philippine. Et quand j'ai vu qu'un crétin, je le dis, a dit chez Cyril Hanouna, « Ah, mais comment au QTF ?» Mais non, il était parti, il était en Suisse. Il était en Suisse, mais il est parti, espèce d'imbécile. Ah non, regardez, l'OQTF, il a quitté le territoire français. Mais c'est pas beau ça, c'est quand même pas hallucinant, c'est très 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 grave. Voilà. Et on va écouter, alors, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui l'OQTF? Vous allez écouter ce qu'a dit un syndicaliste policier dans une radio concurrente. Écoutez, c'est pas piquer des hannetons. Parce que aujourd'hui, quand vous faites une opération, comme le fait par exemple la sous-direction de lutte contre l'immigration régulière, donc au niveau de la banlieue, quand vous mettez en place une opération, si vous contrôlez un individu et que ce dernier vous présente un document comme quoi il est une OQTF, tu l'as, vous ne pouvez pas l'emmener. Non. Vous ne pouvez pas l'emmener? Non, on ne peut pas l'emmener, c'est comme une pièce d'identité. C'est une pièce d'identité, l'OQTF. Ça devient une pièce d'identité. Pourquoi? Parce que c'est un protocole avec les préfectures, parce que comme vous le dites, les préfectures sont débordées, ces services-là sont débordés, vous n'allez pas le ramener, et voilà, en plus, son OQTF, elle est valable 3 ans, donc ça veut dire que pendant 3 ans, à chaque fois que vous allez contrôler l'individu, sauf s'il commet un délit, évidemment, mais voilà, on avait parlé, l'autre jour, on avait parlé sur votre plateau, par exemple, des ventes à la sauvette de cigarettes. Le gars, il n'aura rien si on l'interpelle pour un paquet de cigarettes. Mais s'il a une OQTF, il va vous présenter ça et puis il repart comme il est venu. Et donc, c'est là, les gens aujourd'hui... C'est un totem d'immunité, ce que vous me dites là, en fait. Oui, mais il y a beaucoup de totems. Totem d'immunité, c'est Reda Belhaj qui dit ça, hein, le porte-parole de l'unité police IDF. Formidable, hein, immunité. Et vous allez écouter, c'était ce plateau de Hanouna, voilà ce qu'on a pu entendre. Au QTF, c'est en droit, l'État donne l'ordre au mec de quitter le pays. Oui. Où est-ce qu'on l'a chopé? Non, mais attendez, où est-ce qu'on l'a chopé? Attendez, non, c'est important. Où est-ce qu'on l'a chopé, le mec? On l'a chopé en Suisse. Oui, alors? Ça veut dire que le QTF avait déjà été appliqué. Mais alors c'est magnifique, mais oui, l'OQTF a été exécuté puisqu'il est en Suisse. Quand on entend à ce niveau, c'est très intéressant, vraiment. C'est non seulement l'encéphale plat, mais l'encéphale creux. Et puis alors d'autres personnes, hein, un urgentiste qui parlait sur BFM TV. Alors là, ça devient très intéressant. Là, vous savez, il y a pire que les semeurs de haine. Je le dis, c'est les trafiquants d'excuses. C'est les trafiquants d'excuses qui sont pires que les semeurs de haine. Voilà ce qui a été entendu, c'est Emmanuel Vargon, urgentiste. Voici ce qu'il a dit, Emmanuel Vargon, urgentiste, sur BFM TV. Moi, je pense que la première responsabilité, c'est d'attendre un peu, d'avoir des informations, quoi. Et de pas se jeter là-dessus et de continuer à parler. Il a eu, comme vous l'avez dit, moi je suis pas un spécialiste, mais enfin il a eu à peu près 5 ans de prison, donc plus qu'habituellement. Il était en centre de rétention. Les OQTF, là on parle des OQTF comme si c'était tous des meurtriers, des violeurs. On sait tous que c'est pas vrai. Et qu'il y a des gens qui ont des OQTF mais qui sont pas des gens dangereux. Donc il faut un peu se calmer parce que là, tout ce qu'on fait, c'est donner à bouffer au Front National, au Rassemblement National. Et plus on en parle, plus c'est ça.
Mais voyons, évidemment, on fait le jeu d'eux. Philippine a été assassiné, une autre fille a été violée avant, mais oui, mais enfin, écoutez, bien sûr que tous les OQTF ne sont pas meurtriers. Mais de quoi on parle? On parle de quelqu'un qui a fait 3 ans de prison et qui a été libéré, et que le juge des libertés et de la rétention a estimé qu'il était dangereux, qu'il y avait du danger et qu'il le libère quand même. Mais on vit dans quel pays? On parlait de la France des Outre-mer, mais là, c'est la France de l'outre-cerveau. Pardon, il faut quand même être sérieux dans la vie, hein. Je veux dire, arrêter de raconter des histoires et arrêter de faire comme si rien ne se passait. Parce que ces gens-là, qu'ils soient chirurgiens ou urgentistes, ils sont bien protégés. Ils sont de leur petit côté, hein. Le cul dans la soie. Non, ça suffit, ça suffit. Et quand je vois, écoutez-moi, Sandrine Rousseau, vous savez ce qu'elle dit, Sandrine Rousseau? Encore une fois, Philippine a été sauvagement assassinée. La personne arrêtée est marocaine sous OQTF. Ce féminicide mérite d'être jugé et puni sévèrement. Mais elle ajoute, dans son tweet évidemment, l'extrême droite va tenter d'en profiter pour répandre sa haine raciste et xénophobe. Nous sommes plus forts que cette récupération magnifique. À quoi elle pense? Elle pense à la famille de Philippine? Elle pense à la famille de tous ces gens qui peuvent demain être assassinés? Non, elle pense à la récupération. Ah, l'extrême droite nous guette. Mais faites votre boulot de député, faites boulot pour protéger le peuple français au lieu de faire semblant d'avoir des espèces de faux fuyants. J'avoue que vraiment, ça me fait... Mais allez, j'allais dire, ça me fait vomir. Mais vraiment, ces trafiquants d'excuses, ces gens qui ont peur de leur ombre, eh bien, c'est pas comme ça qu'on va sauver ni la France, ni l'outre-mer, ni quoi que ce soit. Et quand la Chine arrivera, eh bien, la Chine aura raison d'arriver. C'était le coup de gueule de André Berkoff aujourd'hui. Si vous aussi, vous êtes en colère, si vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Vous vous rappelez, on a parlé et vous allez écouter d'ailleurs, une musique, vous vous rappelez, on a parlé du Grand Cactus, une émission de la RTBF, radio-télévision belge, et il y a eu une formidable parodie de la chanson très connue de Indochine avec Christine and the Queens, vous voyez, j'ai Christine Kelly, je l'aime beaucoup, c'est pour ça que je la cite. Et puis ils ont parodié ça et il y a eu des conséquences, hein. On va en parler tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, les perles du jour. J'ai pas envie de la voir nue et même habillée non plus. Je suis une bille ou un héron, moi un lapin qui se sent poisson. Et on comprend plus bien, et on comprend plus bien. Je suis une tranche de pain, et moi jaune du jardin, et on ne comprend plus bien. Et voilà, en fait, vous savez, tous nos collaborateurs ici, par exemple, Julien, en fait, c'est un saumon d'eau douce, Julien. C'est pas lui, il s'appelle pas Julien. Et par exemple, Marie Folio. Non, Marie Folio est une herbe folle. Elle n'est pas du tout, Marie Folio, c'est pas une femme, c'est une herbe. Et je ne parle pas de Manu. Alors Manu, c'est un platane. C'est un platane sur l'autoroute du Sud. Oui, vous savez qu'aujourd'hui, on peut être ce qu'on veut. Et moi, je suis un fourmilier tamanoir, bien sûr. Voilà, on était Céline Alonso, n'en parlons pas. Alors elle, je ne sais pas comment on peut dire, c'est une poulpe peut-être, une poulpe fiction, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Donc, ces gens-là font, notre groupe-là, ils ont fait une chanson très drôle. Effectivement, on est bon genre et tout ça. Eh bien, même en Belgique, même en France, les pays de liberté, notre Occident libre, hein, eh bien ce 121e siècle n'a pas passé du tout. Les associations défenseurs de droits de la communauté LGBT ont annoncé l'arrêt de leur partenariat avec le service public. C'est notamment le cas de la Liège Pride, qui effectivement préparait sa grande manifestation. Eh bien, elle a dit c'est pas possible, ça ne va pas du tout. Ça ne peut pas passer comme ça. Et
l'administrateur général de la RTBF, Jean-Paul Philippot, a passé effectivement un coup de fil à l'organisateur du Grand Cactus, Vincent Bonhomme. Le pauvre, il s'appelle Bonhomme, il va pas être... Voilà, alors il lui a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, mais non, c'est pas possible, vous comprenez, on ne peut pas faire une chanson qui ose effectivement se moquer du genre et de la religion du genre et de la polémique du genre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors il dit, c'est très simple, il dit, faites défiler l'équipe lors de la Liège Pride. Oui, ça peut être un char, libre à eux de trouver une formule originale pour venir à la rencontre de notre public. Voilà, on va se réconcilier, oui, allez, c'est pas grave tout ça. Mais attention, vous n'allez pas chanter cette chanson, hein, parce que si vous commencez à dire que vous êtes un héron ou que vous êtes un héron petit patapon, ça ne va pas marcher, hein, ça ne va pas marcher. Et alors c'est très intéressant, autre demande du collectif, comme quoi il n'oublie pas les bons intérêts, une aide typique pour tout mettre en œuvre afin que le groupe Indochine soit présent à la 2e édition de la Pride qui se tiendra en août 2025. Voilà. Eh bien, le message est transmis au groupe Indochine. Nicolas Sirkis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Soyez à la 2e édition de la Liège Pride. Alors, ça a continué. Oui, ça marche très très bien en ce moment. Vraiment, on est dans des pays où la tolérance, où l'humour est de plus en plus à la mode, de plus en plus tendance. La RTBF, effectivement, a fait des excuses. Il dit, la RTBF, il n'y a aucune volonté de nuire, qu'il s'agit d'une parodie diffusée dans le cadre d'une émission satirique. Et puis après, parce que ça suffisait pas, hein, RTBF, allez, à genoux RTBF, présentez vraiment votre air avec la discipline, fouettez-vous. Alors dans un second temps, elle a exprimé ses regrets les plus sincères à toutes les personnes qui ont été heurtées par cette séquence. Et alors voilà, pour y apporter les réponses, alors ça c'est très intéressant, le langage bureaucratique, écoutez-le, c'est très intéressant. Pour y apporter les réponses à la mesure de la situation, il est indispensable de mener un dialogue approfondi avec les représentants des associations de la diversité, et RTBF communiquera sur les mesures concrètes quand ce travail aura été mené. Pardon, je me repens. Mais vous allez me dire, on est dans l'Inquisition. Mais non, j'exagère. Évidemment que j'exagère. On n'est pas dans l'Inquisition. Simplement, on ne peut plus parler de quoi que ce soit, comme disait Beaumarchais. Vous ne pouvez pas parler de religion, vous ne pouvez pas parler de communauté, vous ne pouvez pas parler de couleur, vous ne pouvez pas parler de genre, vous ne pouvez parler de rien. Sinon, vous serez pampan-cucu. Vous serez au cachot. Vous serez devant le poêle. Vous serez au coin. Voilà. C'est terminé, hein. Voilà. Ça, c'est la RTBF, la libre Belgique. Eh bien, écoutez, j'irai vraiment manger des moules et puis des frites. Mais j'attendrai que les moules et les frites soient libres. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Bon appétit, messieurs. Oh, ministres intègres, conseillers vertueux. Voilà votre façon de servir, serviteur qui pille la maison. Ô ministres intègres, la merveilleuse phrase d'Hernani Victor Hugo. Eh bien, écoutez, Jean-François Roux a envoyé un tweet que je trouvais formidable, que je vais vous lire. Vous savez, un nouveau gouvernement a été formé, hein. Et puis, il émet une hypothèse. Et je trouve que cette hypothèse est frappée vraiment au coin du bon sens. Vous allez écouter, c'est vraiment très simple. Très simple. Hein. Vous avez vu qu'il y a 39 ministres et secrétaires d'État. Hein, ben oui, écoutez, quand on aime, hein, on va pas économiser. Allez, on y va. Allez, c'est pas cher, c'est l'État qui paye. Donc, qu'est-ce qu'il propose, Jean-François Roux? Il dit voilà, je débarque dans un ministère non régalien, armée, justice, intérieur. Je rassemble les directeurs. Alors, donc, armée, justice, intérieur, on ne touche pas. Le reste. Je rassemble les directeurs centraux et je pose les questions suivantes. Réponse, sous 15 jours, on est sur les fondamentaux. Écoutez bien, voilà les réponses que qu'un Premier ministre, qu'un président de la République, qu'un chef, un vrai chef, devrait demander immédiatement à tous les ministres non régaliens qui sont au gouvernement. Premièrement, trouvez-moi 10% d'économies faisables en un an. Deuxièmement, donnez-moi les 3 missions prioritaires du ministère avec la répartition des coûts en face et les coûts qui ne correspondent pas aux missions essentielles. Troisièmement, donnez-moi tous les comités qui dépendent du ministère avec rôle, membres, coûts, tous les comités. Quatrièmement, donnez-moi les dépenses de consultants du ministère. McKinsey, hello, McKinsey, hello, hello. 5. Donnez-moi les 10 postes clés du ministère, leur origine, leur ancienneté dans le poste.
6, donnez-moi les 10 associations qui font le plus de lobby au sein du ministère ou avec quel contact privilégié, nominatif et le détail des modes d'intervention. Vous voyez, 6 questions. 6 questions extrêmement simples et c'est là déjà la révolution. Que un jour, en 50 ans, personne n'a fait cela, vous dit à quel point nous sommes dans l'abîme et dans quel trou. Eh bien voilà, la chose la plus importante à faire, c'est très simple. Jean-François Braun donne cela. 6 questions, réponse sous 15 jours. Et je vous assure que beaucoup changeraient et que les milliards que demande la Nouvelle-Calédonie ou autres, etc., et les hôpitaux et ceci et cela, eh bien, on trouverait assez facilement de quoi les satisfaire. Encore faut-il du courage, de la colonne vertébrale, et qu'on soit enfin, qu'on ait des gens, comme disait l'immortelle Marie-France Garot, on croyait qu'ils étaient de l'ivoire dont on fait les éléphants, ils ne sont que de l'émail dont on fait les bidets. J'espère que ça va changer. André Berkoff, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio pour la culture dans tous ses états. Et aujourd'hui, nous allons rendre hommage à Brigitte Bardot, André, qui fêtera ses 90 ans samedi. Et oui, c'est fabuleux. Brigitte Bardot, d'abord, on parlait de tout ça, c'est d'abord une femme libre. Elle l'a toujours été, elle l'a été depuis qu'elle a commencé. Elle a été l'incarnation de la femme libre, la femme au vrai sens du terme et dans tous les sens du terme. Et elle a continué. Elle a continué envers et contre tous et toutes. Elle a quitté en pleine gloire le cinéma parce qu'elle avait plus envie. Elle avait envie de s'occuper d'autre chose, des animaux et tout. Et le reste. Et elle continue à avoir, Céline, effectivement, jamais sa langue dans sa poche. Et oui, et pour lui rendre hommage, Bernard Dormal, qui est son compagnon, son mari, il a accepté de nous accorder une interview exclusive aujourd'hui en direct sur Sud Radio. Ce sera donc de 13h à 14h. On recevra aussi André Bruno Ricard, qui possède la plus grande collection au monde d'objets sur Brigitte Bardot. Alors restez avec nous dans un instant. On revient sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons